Where'd you find this? Elected as UEFA president is Monsieur Platini Michel. En janvier 2007, Michel Platini est élu président de l'UEFA. L'un des plus grands joueurs que le monde ait jamais connu est à présent l'une des figures les plus influentes du football. Et Platini n'a rien perdu de son amour pour ce sport. Le football, c'est plaisir, passion, joie, éducation, combat. C'est ça. La vision simple d'un homme qui a eu une vie tout sauf banale dans le monde du football. C'est un homme qui a eu une... Sa vie est un roman. Je dirais, sa vie est un roman. De Platini, c'est un joueur qui marque la différence et un joueur hyper important qui règne dans cette équipe. Pour le football français, c'est d'avoir un leader, d'avoir un chef. Michel, on pouvait jouer avec lui les yeux fermés. Je crois que j'ai jamais vu un joueur qui avait une aussi grande vision du jeu. Il avait une vue panoramique de tout le terrain. Il avait une influence mentale, une influence psychologique. C'était le grand chef d'orchestre. Il a une vie extraordinaire. Il a réussi dans tout, dans sa carrière de joueur, dans sa carrière de dirigeant, dans tout ce qu'il s'est choisi. En plus, c'est vraiment des choix que lui a fait. Michel Platini est né le 21 juin 1955 à Jeuf, dans le nord-est de la France. Enfant, le jeune Michel Platini reçoit une éducation catholique normale. Mais dès son plus jeune âge, il adore le football. Rien d'étonnant quand on regarde l'environnement dans lequel il baigne. Je suis né dans une famille italienne, de nationalité française, qui possédait un bar, un café. Et très tôt, j'étais imprégné de la culture footballistique, qui était le centre des conversations de tous les gens qui venaient travailler dans les usines et dans les mines du coin. Michel Platini développe un talent remarquable à l'adolescence. Son père, Aldo, a lui-même été joueur professionnel et aide son fils à révéler ses dons. Malheureusement, le club de Metz renvoie chez lui le jeune joueur pour une insuffisance cardiaque détectée après des tests physiques. Ce refus messin va faire le bonheur de l'AS Nancy, qui s'empresse de recruter ce jeune joueur à l'avenir très prometteur. Il avait 16 ans avec l'équipe de Lorraine. Et déjà là, on voyait, je me souviens d'un match où on avait fait l'équipe de Lorraine contre l'équipe de Belgique. Alors on avait gagné 6-0, il avait marqué les 6 buts. Il avait déjà toute cette qualité, il n'avait pas le physique, mais il avait le génie. Je l'ai vu à ses débuts à 17 ans, à Nancy. Très rapidement, on a vu que ce joueur était hors du commun. La qualité, c'est qu'il voyait très vite le jeu, et il faisait ce qu'il voyait. Et ça a toujours été un leader, c'était le chef de bande. Sur les 98 buts marqués avec Nancy, le plus important est sans doute celui marqué au Parc des Princes lors de la finale de la Coupe de France contre Nice. Je marque un but vers la 60e minute, je crois. Une passe sur le côté d'un joueur qui s'appelait Perdriau. Je contrôle le ballon du pied gauche, je me retourne et puis je la mets dans le coin intérieur. C'était le seul trophée de Nancy et c'était ma première victoire, ma première grande victoire. C'était en 78. C'est la seule année où Nancy a gagné la Coupe de France de toute l'histoire du club. Et c'est lui qui a marqué le but 1-0. Avec Nancy, Platini travaille ce qui sera son arme fatale, le coup franc. Et c'est à Jean-Michel Moutier que revient la tâche de garder les buts. C'était à la fin de l'entraînement, 2 à 3 fois par semaine quand il faisait beau. Et on joue des séries de coups francs. Et le président, il avait vu comment il tirait les coups francs. Il a breveté des mannequins, les premiers mannequins en mousse, c'était ça. Et on tirait les coups francs. Ça durait une demi-heure, des fois on restait même 1 heure, c'était les paris, allez, on quitte ou double, c'était un jeu,
Platini devient l'un des grands maîtres du coup de pied arrêté. Il est surnommé Monsieur Coup franc, un talent redoutable qu'il conservera durant toute sa carrière. L'équipe de France lui ouvre ses portes. À 20 ans, il impressionne par son assurance et sa précision dans l'exécution des combinaisons travaillées à l'entraînement. Il y a un coup franc. Il y a Henri Michel à côté de lui qui habituellement tirait les coups francs et lui a dit « Henri, pousse-toi, c'est moi qui vais tirer le pénalty ». Il a pris la décision de tirer, il a tiré et il a marqué. Autrement dit, je pense que le moment charnière dans la carrière de Michel Platini, c'est sa première sélection, au cours de laquelle il demande à un ancien de se pousser, de lui laisser la place, et lui assume ses responsabilités, tire et marque. Michel Platini se sent bien avec Nancy, et cette période reste peut-être l'une des plus heureuses de sa carrière. C'est là qu'il rencontre sa femme Christelle, qu'il épouse en 1978. Le temps est venu pour la star nancéenne d'évoluer. Il signe alors avec le grand club de Saint-Étienne. À Nancy, le sentiment, c'est qu'ils auraient voulu le garder. Pour Nancy, c'est le dieu du football qui a joué à Nancy. Toute l'époque de Michel, toute l'histoire du club est concentrée sur lui, sur ce qu'il a fait. C'était une évolution normale dans la carrière de Michel Platini, parce qu'à l'époque, Saint-Étienne était le meilleur club de France. Michel, c'était le meilleur joueur français qui arrivait dans le meilleur club français. Moi, je me souviens de cette première saison. Sur le papier, on avait une grande équipe. Il y avait Johnny Rep qui jouait. On avait des très bonnes équipes. Quand Platini arrive à Saint-Étienne, les Verts connaissent quelques revers au niveau européen. Il réussit néanmoins à imposer son talent en marquant 58 buts en 108 matchs. On a été champion l'avant-dernière année et on a fait 2 finales de Coupe de France. Les 2 dernières années qu'on a perdu toutes les 2 au Parc des Princes. Et donc, très bon souvenir, une ville très sympa, une ville de football, une ville fervente, une ville adorable dans laquelle je me suis énormément plu. Lors de la Coupe du Monde en Espagne en 1982, Michel Platini est le capitaine d'une équipe de France qui a toutes ses chances. Son équipe, après être sortie facilement des phases de poule, accède à la demi-finale après une victoire 4-1 face à l'Irlande du Nord. La France voit alors se profiler la finale de la Coupe du Monde. Sa meilleure chance d'y arriver repose sur un talentueux quartet de milieu de terrain conduit par Platini. Pour moi, le meilleur milieu de terrain de l'équipe de France, ça a été en 82, avec Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana et Bernard Gengini. On appelait l'équipe de France le petit Brésil, enfin le Brésil européen, simple, toucher de balle, très technique, très collectif. Et puis c'est la demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Le match que Platini décrit comme le plus spectaculaire qu'il ait jamais disputé. Je retiens 82 comme la demi-finale comme un des plus grands événements au niveau des sensations qu'on peut éprouver sur le terrain, puisque tous les sentiments du monde passent dans ce match. De la peur du match à la joie de commencer le match, de faire une demi-finale. À la hantise de prendre un but par les Allemands, l'espoir d'égaliser. La volonté de gagner. On se souviendra aussi de cette demi-finale pour l'agression du gardien de but allemand Harald Schumacher sur Patrick Battiston. Résultat, mâchoire fracturée pour le joueur français. Et puis ensuite, suite à l'agression qui est sur Battiston, à la haine, n'a pas sifflé ce qu'il aurait dû siffler, n'a pas expulsé ce qu'il aurait dû expulser. Et en fin de compte, on perd par rapport à une grande injustice. L'émotion, elle était sur le terrain aussi, parce que quand on a vu Patrick partir comme ça, on s'est fait du souci, quoi. On ne savait pas ce qu'il avait exactement. Nous, on n'avait pas vu vraiment le choc, parce qu'on était dans le match. Lors des prolongations, les buts de Marius Trésor et d'Alain Giresse semblent mettre la France hors d'atteinte. Mais l'Allemagne de l'Ouest contre-attaque, avec Karl-Heinz Rummenigge et Klaus Fischer.
Dernier acte de cette tragédie, le malheureux Maxime Bossis manque un pénalty crucial et Horst Hrubesch en profite pour envoyer les Allemands en finale. Après, dans les vestiaires, on se renseigne. On savait qu'il était à l'hôpital, mais on ne savait pas trop ce qu'il en était. Et puis il y a la déception, bien sûr, aussi de la défaite. Au niveau des matchs de football, c'est quelque chose que j'ai rarement retrouvé sur un terrain, et même en dehors du terrain, dans un film ou dans une pièce de théâtre. Et donc, ça a été un grand moment, même si on a perdu, mais c'était un grand moment. Le football français est en pleine réflexion. L'équipe nationale est passée très près de la consécration. Pourquoi ne rêverait-elle pas d'une finale? Et notamment avec l'arrivée de nouvelles stars dans l'équipe, comme Luis Fernandez. Une Coupe du Monde en 82 qui est une bonne Coupe du Monde, mais qui se termine très mal. Mais on sent que cette génération commence à arriver à maturité, commence à avoir de l'expérience, commence à bien jouer, commence à s'imposer. Et je pense que le football français commence à prendre confiance. Je crois qu'à partir de ce moment-là, c'était ce jour-là qu'on a su que nous, on était bons. Notre équipe, en jouant ce match contre l'Allemagne, qu'on était bons et qu'on pouvait faire de grandes choses. C'est finalement l'Italie qui remporte le mondial en 1982 avec un but décisif inscrit par Marco Tardelli, l'une des nombreuses stars que Michel Platini va bientôt retrouver à la Juventus. Platini a joué aux côtés de Rossi, Boniek, Demois, de Cabrini, Cirea, Zoff, Gentile. C'était de vieux joueurs, mais pas n'importe lesquels. Certains avaient remporté une Coupe du Monde. Et c'est à cette époque-là que Platini est arrivé. Il y avait plusieurs clubs qui s'intéressaient à moi, quelques clubs anglais, Arsenal, Tottenham, qui s'intéressaient à moi et j'ai décidé la Juventus. Parce que le calendrier était plus facile, il y avait moins de matchs, j'avais pas envie de passer comme en Angleterre, mes Noël en train de jouer au football, le Nouvel An en train de jouer au football. Et donc il y avait un calendrier plus stable dans un pays où il y a un peu plus de soleil. Et donc j'ai choisi l'Italie, mais en allant à l'aventure puisque je connaissais pas du tout. Il n'y a aucune comparaison avec ce que Platini a connu en France. Le football, c'est tout pour les Italiens. Les jours de match, l'ambiance dans les villes italiennes et les stades est à son comble. De toute évidence, l'Italie va apporter de nouveaux enseignements à la star française. Il avait une mentalité différente de nous. Une manière de penser plus française, où le football n'était qu'un divertissement. Mais en Italie, le football, c'est pas comme ça. Le foot, c'est une guerre, c'est une religion. Et il l'a compris. Il s'est lancé dans la bataille et nous a aidés à gagner. On a beaucoup gagné. En peu de temps, Michel Platini devient la nouvelle star de la Juve. Avec lui, l'équipe remporte la Coupe d'Italie en 1983. Et en 1984, le championnat d'Italie et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Platini a fait le bon choix. Le championnat italien était sans conteste le meilleur du monde. C'était l'alliance d'un pays qui collait à sa vision du sport, son rythme, sa mentalité de vainqueur, son efficacité avec un entraîneur également hors pair, Trapattoni. Je crois qu'il a été 3 ans meilleur buteur du championnat sous le numéro 10. Et à cette époque, c'était plutôt exceptionnel parce qu'à Naples, il y avait Maradona, Careca. Les clubs italiens avaient les meilleurs joueurs du monde. De toutes les distinctions que Platini a reçues, il en est une dont il est très fier. Chaque année, dans les locaux du journal France Football, les journalistes élisent le joueur européen de l'année et lui décernent le Ballon d'Or. Donc cette année, la compétition va être... Michel Platini a le record dans l'histoire du Ballon d'Or. Il en a obtenu 3 consécutifs. D'autres joueurs comme Marco van Basten ou Johan Cruyff en ont obtenu 3 eux aussi, mais pas consécutivement. Et donc Michel Platini détient ce record-là. Le temps passé à la Juventus a permis à Michel Platini d'atteindre un niveau très élevé. Et cette évolution a des conséquences très bénéfiques pour le football français.
c'est le championnat italien qui est la référence. Et dans ce championnat de référence, il y a un joueur français, Michel Platini, qui joue à la Juve, avec de grands joueurs, avec Rossi, Tardelli, Cabrini, qui sont champions du monde en 82. Et Platini joue dans cette équipe de la Juve. Et c'est pour ça que pour le football français, c'est d'avoir un leader. La France avait toujours pour tradition de pratiquer un beau jeu, plaisant, voire même très plaisant, mais très peu efficace. Il a apporté à la France qu'elle n'avait pas auparavant, c'est-à-dire la culture de la victoire. 1984, la France s'apprête à accueillir le championnat d'Europe. L'équipe de France a failli de peu en 1982, mais depuis, elle est en progrès constant. Platini est à son apogée, sa carrière à son sommet. Il était important le championnat d'Europe en 84 puisqu'on jouait chez nous, on l'organisait. Et après les espoirs qu'on avait mis en 82, puis tous les matchs qu'on avait fait entre 82 et 84, on était pratiquement la favorite du tournoi. C'est aussi en 1984 que se constitue le quartet de milieu de terrain français le plus célèbre de tous les temps, le Carré Magique, composé de Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Luis Fernandez. Magique parce que je pense qu'il y a une complicité, chacun connaisse son travail. Moi, je ne peux pas jouer comme Platini. Platini ne peut pas jouer comme Luis Fernandez. Giresse ne peut pas jouer comme Luis Fernandez et Luis ne peut pas jouer comme Giresse. Mais Platini a besoin de Fernandez, Fernandez a besoin de Tigana et de Giresse et de Platini. Et chacun sait, tout le monde sait, que c'est notre force à nous. C'est la force de l'équipe de France, c'est le carré. Le Carré Magique est formidable. Mais c'est encore une fois Platini qui va faire la différence pour l'équipe de France en 1984. Il marque le but de la victoire contre le Danemark lors du match d'ouverture. Réussit un triplé contre la Belgique. Et un autre encore contre la Yougoslavie. Un pied gauche. Une tête plongeante. Et un coup franc du pied droit, la signature de Platini. C'est comme dans toutes les grandes équipes, Maradona à l'Argentine, Cruyff la Hollande, chaque génération, chaque nation du football, toujours, s'appuie sur des grands joueurs qui font la différence. Mais on a vu un Michel Platini complètement sur un nuage. Il a marqué 9 buts au cours de la compétition, sur les 14 qu'ont marqué l'équipe de France. Et il a marqué des buts incroyables sur coups francs, de reprise de la tête, du pied gauche, du pied droit. Au moment de la demi-finale, les angoisses reviennent. La déception de 1982 est un souvenir que la nation entière veut effacer de sa mémoire. Le match qui oppose la France au Portugal n'est pas moins spectaculaire que celui qui l'a opposé à l'Allemagne de l'Ouest 2 ans plus tôt. Le match s'achève sur un score nul de 2 partout. C'est les prolongations. Platini, qui d'autre aurait pu y parvenir, crucifie les Portugais. La France accède enfin en finale. Et ça, c'est vraiment le match clé, le match essentiel. Et exactement l'inverse de la demi-finale contre l'Allemagne à Séville. Et parce qu'il y a eu Séville, la France a pu gagner contre le Portugal à Marseille. Parce qu'il y avait cette force, cette volonté, cette énergie, ce refus de la défaite, cette volonté de se transcender qui a vraiment animé l'ensemble de l'équipe, Michel Platini compris. Michel Platini a conduit la France en finale. Le football français a-t-il atteint sa majorité? Encore une fois, Michel Platini va faire la différence en marquant sur coup franc. C'est son 9e but dans cette compétition. Et quand Bruno Bellone inscrit le 2e but, le douloureux souvenir espagnol est définitivement oublié. La France est championne d'Europe grâce à Michel Platini. Il était au summum de son art quoi, dans le football. Là, 84, il était au top. Je dis encore qu'il y avait de très bons joueurs avec lui, autour de lui. Mais c'est grâce à lui si on était champion d'Europe.
il a plané sur la compétition comme pratiquement aucun joueur. Peut-être à l'exception de Maradona en 1986, en Coupe du Monde, qui a lui aussi survolé la compétition, qui porte quand même une ombre à ses performances de l'époque. C'était le premier titre en sport collectif. Enfin, y arriver, enfin on pouvait gagner. Maintenant, on doit savoir gagner des titres. C'est ça le déclic et le changement dans le football, dans le sport en France. Platini retrouve la Juventus avec son titre de champion européen. Mais c'est un autre titre européen qu'il vise désormais. Nous avons perdu 2 ans avant déjà, la finale de la Coupe d'Europe. Et puis c'est important pour le club qui a tout basé ces dernières saisons sur la Coupe d'Europe, qui pensait la gagner. En mai 1985, la Juventus rencontre Liverpool. Mais ce n'est pas la finale de fête que l'Europe attendait. Des violences éclatent avant le match et font 39 morts. On a l'UEFA a pris la décision de jouer le match. Et après, après on est rentré dans le match, on n'a plus pensé, sauf quand on a commencé le coup d'envoi, on n'a plus pensé. Puis à la fin, vous avez vu qu'on était assez content de l'avoir gagné pour les supporters italiens. Le football est un jeu, mais aujourd'hui, il a pris un gros coup dans mon cœur, le jeu du football. Comme ça. Merci. Un an plus tard, Michel Platini participe à la Coupe du Monde au Mexique. Cette fois encore, la France s'incline face à l'Allemagne de l'Ouest en demi-finale. Platini prend sa retraite, mais son influence sur ce sport ne fait que commencer. Le football français, après 86, traverse une période difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de départs, beaucoup de joueurs s'en vont de l'équipe de France. Et il a fallu rappeler un homme comme Michel Platini pour redonner confiance, pour repartir. L'équipe de France a joué le championnat d'Europe en Suède. J'ai joué avec Michel en tant qu'entraîneur. Et là, le championnat d'Europe, ça ne s'est pas très bien passé. Et je pense qu'il a décidé de partir parce qu'en ayant la conviction d'avoir fait ce qu'il avait à faire pour relancer le football français. Depuis ses débuts avec l'AS Nancy, Michel Platini doit son succès à sa forte personnalité. Maintenant qu'il ne joue plus, Platini est la personne dont le football a besoin pour un poste à haute responsabilité. Platini, sur le terrain, c'était un patron. Et on se demandait ce qu'il pourrait faire après sa carrière. Mais après sa carrière, il est devenu un patron. Il a été le patron de l'équipe de France puisqu'il a été sélectionneur. Il a été patron de la Coupe du Monde organisée en France. Il en était le président. Et puis aujourd'hui, il est patron de l'UEFA, il en est le président. C'est un homme qui a eu sa vie est un roman, je dirais. Sa vie est un roman. C'était, je dirais, le plus grand joueur français de tous les temps. Hein. Donc voilà, il a apporté des victoires, une confiance retrouvée pour l'équipe de France parce qu'on avait quand même eu des années difficiles. Il avait une perception exceptionnelle, l'attitude d'un champion, la mentalité d'un battant, et c'était également quelqu'un de très efficace. Je pense qu'il a toujours ce même esprit quand il parle de ce sport aujourd'hui. Pour moi, le football, c'est un jeu. Un jeu qui est complètement irrationnel, c'est pour ça qu'il est très aimé. Un jeu où on ne sait jamais qui va gagner, que le plus faible peut battre le plus grand. Donc c'est un sport qui est extraordinaire.